Compose, épisode 65. Je sentais que l'envie de créer des projets moi-même, l'envie d'écrire, l'envie de concrétiser certaines choses que j'avais en tête se faisait de plus en plus forte. Et en même temps, j'étais frustrée par le fait que je sentais que j'avais besoin d'un horizon un peu plus vaste en termes d'espace-temps pour me consacrer à ces projets qui germaient doucement. Mais donc oui, j'étais un peu dans... Et en même temps, je sais aussi que ça a permis... Ces projets ont germé aussi parce que j'étais... je crois qu'ils auraient germé d'une façon ou d'une autre, mais là, il y avait finalement ce terreau un peu de frustration où à un moment, je me dis, il faut que je mette en place des choses dans ma vie pour que ça soit possible. Et clairement, le fait de bosser à temps plein dans une institution n'était pas compatible avec ça, quoi. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Juliette Mogenet, rédactrice, autrice et réalisatrice sonore. Ensemble, on a parlé de sa vision de l'artiste, de grandir dans une famille où les activités artistiques sont valorisées, mais d'être poussée vers des études plus classiques, de légitimité, d'intimité, de devenir maman, de l'accessibilité du podcast et de rémunération des auteurices, du statut d'artiste, de faire de la place à ses projets créatifs, de se foutre la paix, de TDAH, de son ASBL Brawl-Makers. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Juliette d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci pour ton invitation, Julie. Tu es donc rédactrice indépendante, autrice, créatrice sonore. Tu fais plein de choses. J'aimerais d'abord savoir un peu qu'est-ce qui t'a mené à ces métiers créatifs, en fait. Quel est ton parcours ? Parce que tu as un parcours un peu, entre guillemets, tu l'as dit toi-même, classique. Tu peux m'expliquer ce parcours ? Oui, alors donc moi en sortant de Réto, j'avais très envie de faire du théâtre à la base. Je faisais du théâtre comme une adolescente dans le petit centre culturel de la ville où j'étais au collège. Et mes parents m'ont dit non, c'est hors de question que tu fasses du théâtre en professionnel, quoi. Tu vas faire, entre guillemets, des vraies études. Et donc, voilà. Et je pense que, à mon avis, au fond de moi, j'avais envie de faire du théâtre, mais c'était pas une envie non plus qui me donnait le feu total. Et je me suis un peu dit, bon, oui, ok, pourquoi pas, je vais faire... de toute façon, toutes mes copines faisaient, entre guillemets, des études classiques aussi et tout ça. J'étais pas vraiment dans un milieu où les gens étaient artistes et faisaient des études artistiques. Et donc, voilà, j'ai étudié les langues romanes à Louvain-la-Neuve. Et puis, à la fin de mon master en romane et à la fin donc, j'avais fait l'agrégation pour être prof, mais j'étais assez jeune puisque j'avais fait mes études comme ça d'un coup. Puis, je suis de la fin de l'année. Donc, voilà, je crois que j'ai fini. J'avais 21... Ouais, je devais avoir 21 ans quand j'ai fini mes études. Je me voyais pas du tout être prof à des élèves de Réto. Enfin, j'avais fait des stages et tout, mais voilà. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai quand même toujours cette envie de travailler dans le secteur culturel. Je vais faire un master complémentaire en gestion culturelle. Ouais. Et donc, je suis allée à l'ULB faire mon master complémentaire. J'ai fait des stages plutôt dans le secteur des arts vivants, dans des théâtres. Et puis, en fait, après mon master complémentaire, j'ai été engagée dans un de mes lieux de stage qui était un théâtre à Bruxelles. Et donc, j'étais chargée de communication, en fait, dans ce théâtre pendant plusieurs années. Et j'étais toujours un peu préoccupée par cette envie de moi-même être dans un processus créatif, de moi-même. Mais j'avais un rapport un peu... Voilà, pour moi, les artistes, c'était vraiment des gens qui avaient quelque chose à dire, pour moi, j'étais pas une artiste. Et il y avait un peu ce truc aussi où, ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que je faisais du théâtre. En fait, dans ma famille, on a toujours, nos parents nous ont toujours encouragés, mes frères et sœurs et moi, et ils nous ont, plus qu'encouragés, parce que quand t'es enfant, c'est vraiment tes parents qui t'inscrivent à l'académie de musique, au cours de dessin, ce genre de choses. Et donc, on a tous, mes frères et sœurs et moi, fait de la musique, fait moi du théâtre de mon côté. Enfin, on avait
voilà, on était encouragés à avoir des loisirs créatifs et à être dans la créativité, dans la création, mais comme loisir en fait. Ouais. Et mon père fait de la musique aussi, mais pareil comme loisir. Enfin, et donc il y avait un peu cette espèce de scission entre en fait, c'est pas possible d'en vivre, ça doit rester des loisirs, c'est trop compliqué d'en vivre. Et donc moi, j'étais vraiment dans ce truc-là de me dire, ben oui, vivre de création, en fait, c'est pas possible, c'est trop précaire, c'est pas un, et voilà. Et dans mon entourage, en fait, en tant qu'enfant, adolescente, etc., je ne fréquentais pas d'artistes. Et donc pour moi, vraiment, il y avait cette figure un peu construite de l'artiste comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait, etc. Enfin, et que moi, je n'en étais pas une. Et puis, en fait, quand même, le fait de travailler dans le secteur des arts vivants, de fréquenter, du coup, beaucoup d'artistes, metteurs et metteuses en scène, comédiens, comédiennes, et puis tous les métiers qui gravitent autour de ça, je me suis quand même un peu dit, bah, en fait, ces gens sont comme moi. Enfin, ce sont des personnes normales qui, effectivement, ont un métier de création, et qui, sans doute, enfin, du coup, ça m'a fait aussi poser pas mal de questions sur qui sont les personnes qui font des écoles d'art, qui sont les personnes voilà, qui se sentent autorisées quand elles sortent de Réto à faire une école d'art. C'est pas les mêmes types de personnes que... Enfin, bref, c'était aussi un de mes questionnements à ce moment-là. Mais j'ai aussi compris qu'il y avait d'autres chemins et qu'il y avait d'autres façons de se lancer, entre guillemets, dans des choses plus créatives. Et donc, voilà, mon cheminement a évolué à ce moment-là. Mais je me rendais compte quand même qu'en étant dans un travail comme ça qui me demandait énormément d'investissement, où je travaillais à temps plein, mais c'était plus qu'un temps plein, enfin c'était que en fait je n'arrivais pas moi à prendre le temps, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Bon, j'écris depuis toujours, je savais que je voulais écrire, etc., mais j'avais pas vraiment cet espace et je m'autorisais pas en fait. J'avais aussi beaucoup de barrières intimes et de barrières d'auto-barrières en fait et d'auto et de c'est ça de pensée limitante entre guillemets à cette époque-là et alors c'est un long travail de les envoyer partir, péter ces barrières-là. Mais voilà, et donc ça c'était un peu le début de... Mais du coup c'est paradoxal quand même que tes parents valorisaient autant les activités artistiques pour les loisirs, mais t'ont un peu calmé quand tu voulais aller vers cette voie-là, quoi. Ouais, c'est un truc que j'ai un peu cherché à comprendre par la suite, et je pense que c'est un peu... À un moment, j'étais même un peu en colère. Enfin, j'ai eu un truc de me dire, ben enfin, j'ai perdu du temps. Je pense que j'aurais appris plus vite et eu plus vite confiance en moi si j'avais pu essayer de faire une école d'art. Ou enfin, en fait, à un moment, je me suis dit aussi, mais tiens, c'est vrai que c'est quand même pas chouette parce que, en fait, finalement, ce qu'il faut faire, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous plaît. Et moi, par exemple, je me dis, mais clairement, mes enfants, je les encouragerais s'ils ont une passion, s'ils ont... Et je pense qu'en fait, mes parents étaient quand même un peu plus dans quelque chose un peu à l'ancienne, de eux-mêmes ne pas vraiment connaître ce milieu d'un point de vue professionnel, de se dire, en fait, j'ai pas envie que mes enfants soient précaires, etc. C'est un côté un peu plus sécuritaire de dire fais des vraies études et un vrai diplôme et puis après tu verras ce que tu fais, quoi. Et c'est vrai, en fait, dans un sens, je peux comprendre aussi cette vision-là d'être dans quelque chose. Après, la société a vraiment beaucoup changé et aujourd'hui, même si t'as entre guillemets un vrai diplôme, t'es pas assuré d'avoir un vrai travail. Oui, c'est clair. Et donc il y a aussi ce truc de dire finalement il faut aussi faire ce qui nous porte et bien sûr garder en tête qu'il faut payer son loyer, être responsable de soi-même en tant qu'adulte, etc. Mais de quand même aller vers ce qui te fait vibrer, aller vers ce qui te fait du bien, aller vers là où tu sais que... Et bien sûr, c'est un chemin, quoi, et c'est un apprentissage, etc. Et après, je me dis, franchement, je regrette pas parce qu'au final, j'ai appris vraiment plein de choses en romane, j'ai appris plein de choses en gestion culturelle, j'ai appris plein de choses dans mes expériences professionnelles précédentes, et je continue d'en apprendre. Et donc voilà, et oui, parfois, je me dis, j'ai perdu du temps parce que j'ai fait...
Si j'avais fait d'autres études, j'aurais peut-être fait péter mes barrières plus rapidement, j'aurais appris d'autres choses plus rapidement et tout. Et en même temps, bah voilà, ça fait partie du trajet, quoi. Oui, et t'étais quand même dans le milieu artistique, même si t'étais à ce moment-là employée. Donc ça a dû aussi être hyper riche pour toi de découvrir ce milieu-là. À fond, de l'intérieur. De l'intérieur, voilà. C'est ça. Enfin, entre l'intérieur et l'extérieur, quoi. D'être un peu dans un endroit où à la fois, effectivement, t'es très proche du travail artistique sans en faire partie. Et en même temps, t'apprends, t'apprends aussi les rouages et comment ça se produit, Enfin, il y a aussi tout cet aspect-là, qui était super enrichissant et que je regrette pas du tout. Et puis même, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient plein de choses très différentes. C'était super. Et franchement, aucun regret. Et malgré ça, tu trouvais, du coup, plus qu'un temps plein, tu trouvais le temps à côté de ton temps plein de continuer à écrire et de quand même explorer encore des choses? Pas trop. En fait, justement, à cette époque-là, j'ai un peu ressenti un truc où je sentais une espèce de frustration quand même, où je sentais que l'envie de créer des projets moi-même, l'envie d'écrire, l'envie de concrétiser certaines choses que j'avais en tête se faisait de plus en plus forte. Et en même temps, j'étais frustrée par le fait que je sentais que j'avais besoin d'un horizon un peu plus vaste en termes d'espace-temps pour me consacrer à ces projets qui germaient doucement. Mais donc oui, j'étais un peu dans... Et en même temps, je sais aussi que ça a permis... Ces projets ont germé aussi parce que j'étais... je crois qu'ils auraient germé d'une façon ou d'une autre, mais là, il y avait finalement ce terreau un peu de frustration où à un moment, je me dis, il faut que je mette en place des choses dans ma vie pour que ça soit possible. Et clairement, le fait de bosser à temps plein dans une institution n'était pas compatible avec ça, quoi. Par quelle étape t'es passée, du coup, avant d'être indépendante totale ? Alors du coup, d'abord j'ai commencé par quitter mon boulot où j'étais à temps plein et qui était assez intense pour changer de travail et aller bosser dans une ASBL où j'étais à 4/5e là, en me disant voilà, je vais avoir 1 jour par semaine à moi, je vais pouvoir concrétiser, je vais avoir cette journée-là et plus de temps pour concrétiser ce premier projet de podcast que j'avais déjà en tête et puis un projet d'écriture que j'avais en tête aussi. Et en fait, je me suis quand même assez vite rendu compte que c'était pas avec 1 jour semaine que finalement ce jour-là me servait plus à faire mes courses et nettoyer mon appart et plus profiter du week-end. Enfin bref, c'était un peu... finalement, c'était pas non plus la panacée pour avoir ce fameux horizon que j'espérais. Mais par contre, là, je me disais vraiment... Et puis, vu que c'était un nouveau boulot, c'était aussi... En fait, je devais quand même m'adapter à une nouvelle équipe, apprendre plein de nouvelles choses. C'était un taf où les choses allaient très vite aussi. Les autres étaient hyper efficaces. Donc, je me sentais un peu genre, il faut que je donne tout quand même. Et donc, voilà, j'étais finalement, au début, pas trop dans ce... Et en fait, j'étais enceinte aussi, à ce moment-là. Donc, il y avait aussi ce truc de finalement... Réuni, voilà. C'était facile. Ouais, et finalement, la grossesse aussi, prenait de la place, t'as des rendez-vous médicaux, tu veux faire un peu de yoga prénatal, tu veux te préparer à la naissance. Enfin, donc en fait, à ce moment-là, de nouveau, mais par contre, je savais vraiment que là, j'avais déjà vraiment ce feu à ce moment-là de me dire, en fait, faut que je le fasse. Faut que je fasse ce projet, je vais trouver comment le faire, et voilà. Et donc... j'avais pas déjà l'espace-temps dont je rêvais, mais j'avais vraiment ce feu de me dire je vais quand même le faire en plus. Et alors là, on a échangé beaucoup avec ma meilleure amie qui s'appelle Céline Gransart, qui est journaliste radio et avec laquelle on a décidé de co-réaliser un projet de podcast. Et donc on a un peu lancé le projet déjà à ce moment-là. C'était il y a 5-6 ans, donc je me souviens pas exactement. C'est ça, c'était il y a 5 ans. Et pourquoi le podcast, tu vois ? Pourquoi tu t'es dirigée vers ce format-là ? C'était une attirance. Déjà, j'étais une grande consommatrice de podcasts. Et puis, oui, c'était un peu une attirance où je sentais que le podcast, c'était un peu... Ça mêlait à la fois l'écriture, à la fois la rencontre, le travail un peu collectif. C'était vraiment un outil et un médium qui m'attirait beaucoup.
pour lequel j'avais moins justement de barrières intimes que l'écriture pure, où je voyais bien qu'en fait le podcast, il fallait pas forcément se sentir super légitime, qu'il y avait plein de gens qui faisaient des podcasts sans avoir de formation particulière. Enfin, il y avait aussi un truc un peu de légitimité ouais, je me sentais plus légitime de réaliser un podcast que d'écrire un livre ou de faire une pièce de théâtre ou enfin tu vois ou de faire un film quoi. Enfin et puis je sais pas, je crois aussi la facilité d'accès finalement t'as pas besoin de non plus matériel hyper cher. Tu peux faire ça, tu peux faire un objet de qualité avec finalement peu de moyens, etc. C'était un peu une entrée justement dans ce truc de créativité de manière un peu légère aussi, sans avoir besoin de trouver 100 000 euros de budget et de faire un truc hyper complexe. Et donc, c'était mémoire ? Oui, c'est ça. Et comment vous l'avez imaginé justement avec Céline ? Comment c'est né ? En fait, à la toute base, moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose sur mes grands-parents, sur la relation de mes grands-parents, sur le fait que mon grand-père avait perdu la mémoire et que ma grand-mère avait une excellente mémoire et qu'il y avait vraiment quelque chose qui se jouait là-dedans aussi, même dans le rapport, enfin donc dans leur rapport à tous les deux à leur mémoire commune, mais aussi dans leur rapport au langage. Enfin, il y avait vraiment ce truc-là que j'avais envie de travailler. Et puis du coup, quand on a commencé à brainstormer avec Céline, on s'est parlé de ce qu'on aimait écouter, de ce qu'on avait envie de faire l'une et l'autre, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que faire une espèce de petite série style inspiration transfert, mais avec des histoires et des récits de vie avec des personnes qui ont un lien spécifique à la mémoire, on trouvait que on n'avait pas encore entendu ça, que ça pouvait être beau, que ça pouvait avoir du sens, et on a un peu listé le type d'histoire qu'on avait envie de raconter, enfin d'entendre, de faire entendre. Et voilà. Et puis on avait listé une dizaine. Finalement, il y a eu 6 épisodes au final, parce on a un peu rassemblé finalement en se disant, on préfère faire 6 épisodes qui sont vraiment forts, avec des personnages qui nous emportent vraiment dans leur histoire, etc., que d'en faire 10 où en fait à la fin on décroche un peu. Voilà. Trop bien. Et oui, du coup, tu le disais, c'était plus facile de passer par le podcast que par l'écriture. Mais en fait, finalement, le sujet que tu choisis, il est très intime aussi. Oui. Donc, c'est aussi un peu se mettre à nu dans ce podcast. Oui, mais je trouve quand même que la mise à nu, je sais pas, c'est très intime, je crois, hein, et c'est très personnel. Moi, j'ai l'impression quand même que la mise à nu dans l'écriture, elle est plus brute et plus et elle va vraiment plus à l'os du truc que dans le sonore. Justement, en fait, c'est les voix des autres. Tu vois, tu fais en tout cas, moi, ma façon de travailler, c'est de faire un espèce de tissage de ce que moi je veux dire et de ce que moi je dis, mais de ce que les autres disent aussi, de comment je rassemble toutes ces voix-là, alors que dans l'écriture, c'est juste toi et tes mots à toi, quoi. Ouais. Et donc, il y a quand même un truc que je trouve plus dévoilant. Je sais pas si c'est un bon mot, mais où, en tout cas, pour moi, dans l'écriture, je me dévoile de manière... Enfin, je peux potentiellement me dévoiler de manière beaucoup plus brute et beaucoup plus... plus intime et plus profonde, entre guillemets, que dans le sonore. Alors bien sûr, il y a un dévoilement, c'est évident, mais je sais pas, c'est comme s'il y avait quand même une couche protectrice d'avoir le son, d'avoir les voix des autres, d'avoir aussi quand même un habillage sonore, la musique, enfin voilà. Et puis je trouve que c'est super intéressant en fait de travailler le son, quoi, d'avoir les voix, d'avoir justement la musique, de travailler aussi avec d'autres personnes. Enfin, j'avais aussi envie de ce truc-là en fait, de travailler en collectif. Même je pense même d'un point de vue justement finalement, quand tu lances un projet de podcast, tu vas chercher de l'argent à la prod. Enfin, moi, dans mon cas, c'est comme ça qu'on a travaillé les 2 fois pour les 2 séries co-réalisées. C'était aller chercher de l'argent, rassembler une équipe. En fait, après, les gens comptent sur toi parce que, en fait, tu les engages dans ton projet et donc tu peux pas lâcher le truc. Alors que les projets d'écriture, moi, j'ai plutôt tendance à être dans un truc peut-être un peu trop perfectionniste ou quoi, et où du coup, en fait, vu que personne ne m'attend, je me dis bon, je ferai mieux. Enfin, voilà, il y a un peu ce truc-là, quoi. Et t'étais fière de ce produit fini de mémoire ?
Oui, franchement, En plus, comme première création. Ouais, on était très très contente avec Céline. C'était vraiment super de le faire avec elle, de le faire dans ces conditions-là. On a travaillé aussi on a travaillé avec d'autres personnes pour le montage, le mixage, la musique, et et puis les personnages, enfin les personnes qu'on entend dans le podcast, dans chacun des épisodes, c'est aussi des gens avec qui on a gardé des contacts. On était très très contentes de ce projet. Ouais. Trop bien. Et d'ailleurs, si les auditeurs et auditrices ne l'ont pas écouté, je le conseille vraiment parce que c'est un podcast magnifique. À ce moment-là, du coup, on se connaissait pas encore et je l'avais dévoré, quoi. C'était merci. Incroyable. Ça me fait plaisir. Et oui, t'en as sorti un deuxième dont tu parlais, Comment j'ai retrouvé ma mère. De nouveau, tu pars de quelque chose qui est vraiment lié à toi. C'est important vraiment d'avoir cet aspect personnel dans tes projets. En fait, pour Comment j'ai retrouvé ma mère, déjà, donc en fait, après mémoire, pour revenir aussi sur comment finalement j'ai un peu essayé de créer plus ma trajectoire professionnelle pour faire de la place à la création. En fait, au moment du Covid, l'ASBL pour laquelle je bossais, qui était une ASBL d'événementiel culturel, en fait, on a repoussé nos événements, puis repoussé nos événements, puis repoussé. Et puis en fait, à un moment, on s'est dit, on a plein de frais fixes, on doit payer notre loyer, il y a toute une série de choses qu'on paye et on n'a plus aucune rentrée d'argent parce qu'on n'avait pas de subsides structurels, on n'avait que des subsides par projet. Et donc on était là, en fait, s'il y a plus de projet, il y a plus de subsides, il y a plus d'argent qui rentre parce qu'il y a plus d'entrées, etc. Et donc, en fait, on a décidé collectivement avec les autres salariés de l'ASBL de mettre l'ASBL sur pause, de se licencier tous. Ouais. Et donc, en fait, je me suis retrouvée sans emploi, mais j'avais un peu ce truc que je trouve, en fait, maintenant, je me dis, mais j'aurais juste pu aussi prendre le temps, ne rien faire pendant un moment, etc. Mais j'avais un peu ce truc je peux pas rester sans travailler. Et donc, en fait, je me suis tout de suite lancée en tremplin indépendant. Ah, oui. Mais en ayant quand même en tête de faire de la place à mes projets perso. Parce que Mémoire, je sais plus si Mémoire était déjà sortie ou bien si justement on était dans la prod de Mémoire et je voulais, je crois que c'était ça, on était justement à ce moment-là dans le travail sur Mémoire, je voulais prendre du temps pour ça et en même temps, je voulais pas entre guillemets disparaître comme chargée de com et comme et je voyais aussi que j'avais un peu moins envie de faire de la com mais que j'avais plus envie de faire du rédactionnel, que dans tous les aspects du métier de chargé de communication, ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment l'aspect rédiger les communiqués de presse, rédiger les dossiers pédagogiques, rédiger les brochures de saison, vraiment l'aspect rédactionnel, qui était fort demandé quand même aussi par les institutions avec lesquelles j'avais travaillé, par les compagnies, etc. Et donc je me suis dit, ok, je vais me lancer en indépendante pour faire ce travail-là pour des institutions, des compagnies, aussi de manière un peu plus large, aussi pour des boîtes plutôt de médias qui ont parfois un peu plus de sous que les gens qui travaillent dans le culturel. Donc je me suis lancée là-dedans en me disant, le fait d'être freelance va me permettre d'organiser mon temps de manière à pouvoir avoir du temps pour mes projets plus créatifs. Et donc c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Je sais plus où je voulais en venir. On était en train de parler de comment j'ai retrouvé ma mère et du fait que... on reviendra sur ton parcours parce que j'ai encore plein de questions par rapport à tout ce que tu as dit. Ouais. Il faut que je les garde en tête. Mais oui, de nouveau, tu pars de quelque chose d'assez personnel. Et c'est la question que je te posais. Est-ce que c'est important pour toi qu'en fait, il y ait une part de toi dans ces projets? C'est pour ça que j'ai fait cette digression. C'est qu'en fait, à ce moment-là, donc Mémoire était sortie. Ouais. Mémoire est sortie juste avant que j'accouche de ma fille, de mon deuxième enfant. Et en fait, quand j'ai accouché... Et déjà, quand j'étais dans le processus de création de Mémoire, quand j'avais mon premier enfant, mon petit garçon, il y avait déjà beaucoup de choses qui me préoccupaient par rapport à... la maternité, par rapport à la construction de la société autour des questions de maternité, parentalité, etc.
Et je m'étais déjà dit, j'aimerais trop faire un truc là-dessus. Je lisais énormément sur le sujet. Il y avait aussi plein de choses en fait que je lisais qui n'étaient pas forcément directement liées au sujet, mais qui me faisaient cogiter en me disant, mais en fait ça, on pourrait. Enfin, je faisais des liens et tout. J'avais plein de notes de lecture sur le sujet et tout, et je m'étais dit, je vais faire quelque chose de ça. Je me rends compte qu'en plus, dans mes discussions avec mes amis qui vivaient des choses similaires, etc. En fait, je me rendais compte oui, il y avait une certaine parole qui se libérait, il y avait des productions justement de podcasts sur le sujet, mais je ne trouvais pas de livres ou de podcasts qui vraiment essayaient d'analyser, de comprendre d'un point de vue féministe et systémique ce qui se passait là quand on avait des enfants et qu'on se retrouvait à la maison et comment ça se fait qu'on est autant à faire des dépressions postpartum. Est-ce que c'est pas finalement lié à nos conditions d'existence plus qu'à nos hormones? Enfin, j'avais vraiment envie de questionner ce truc-là. J'avais déjà beaucoup de notes et je savais pas trop au début si je voulais en faire un livre ou un podcast, parce que j'avais quand même vraiment accroché avec le format podcast. Et puis donc oui, c'est vraiment parti de quelque chose de très personnel, peut-être encore plus que l'histoire de mes grands-parents dont j'avais envie de parler. Et à la fois, c'était justement ce truc en fait, c'est quelque chose de personnel que je suis en train de vivre, mais j'ai pas envie de parler que de moi. Et c'est pour ça, en fait, qu'à un moment, le format podcast s'est imposé par rapport au format livre, c'est que je me disais qu'avec ce format-là, je pouvais beaucoup plus donner à entendre et entendre moi-même, et puis donner à entendre d'autres voix, d'autres vécus, aussi des analyses de chercheuses, aussi vraiment d'avoir un espèce de panel de plein de femmes qui peuvent parler de ça, et aussi quelques hommes, et de faire une sorte de patchwork de tout ça pour avoir un objet sonore du coup qui soit plus. Et puis il y a la co-réalisation qui s'est mise en place aussi avec Audrey, parce que c'était hyper intéressant aussi qu'elle soit au Québec à ce moment-là, puis en fait elle déménageait pendant le processus pour revenir en France, et donc on pouvait avoir à la fois cet ancrage québécois, français, belge, et faire quelque chose de plus vraiment collectif. Donc oui, c'était quelque chose de très personnel au départ, mais en même temps il y avait dès le début presque cette dimension de, en fait, on est très nombreuses à vivre ça, on a l'impression d'être seules, et donc le format sonore permettait vraiment d'avoir cette multiplicité des voix et des vécus, quoi. Ça a apporté les réponses aux questions que tu te posais ? Oui, quand même. Pas entièrement, évidemment, parce que c'est un long chemin de nouveau, mais oui, quand même, et en fait, ça a aussi créé une espèce de... Tu t'es sentie moins seule, justement, aussi ? Ah non, mais carrément. Je me suis vraiment sentie moins seule, et j'ai eu cette sensation que, en fait, on était nombreuses à se sentir moins seules. Ah ouais, c'est chouette. Tu vois ? Par les retours que tu as eus ? Oui, c'est ce que j'allais te demander justement, quels ont été les retours, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as reçu des messages, etc., une fois que ce podcast est sorti ? Oui, franchement, j'ai reçu, mais je me serais jamais attendue à autant, quoi. On a eu vraiment beaucoup d'écoutes, beaucoup de partages très spontanés, des gens, beaucoup de retours, pareil, très spontanés, même encore maintenant. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est sorti, que les premiers épisodes sont sortis. Et je reçois encore maintenant des messages de femmes qui l'écoutent, parfois aussi d'hommes, de ma génération ou parfois de celle de ma mère. Enfin, c'est vraiment un truc où tu sens qu'il y a... qu'il y a quelque chose de collectif, qu'il y a une espèce de colère collective aussi sur ces sujets, mais aussi de sentiments de... pas de déprise, mais de sentiments de difficulté de faire changer les choses. Et même moi, je me dis, ok, c'est ouf, cette espèce de sentir vraiment un élan collectif sur ces questions-là, et en même temps de se dire, mais comment on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire de vraiment changer le monde, tu vois, de vraiment, sur ces sujets-là, les faire rentrer dans un espace, parce que là, en fait, finalement, c'est vraiment beaucoup des personnes qui sont concernées, qui s'y intéressent, ce qui est normal, en fait, au final, mais de vraiment se dire, en fait, finalement, on est
tous et toutes concernés par ces sujets. Et voilà. Et c'est un peu comme, enfin, je fais parfois la comparaison avec l'antiracisme, où en fait, bah oui, l'antiracisme, on est tous et toutes concernés, mais les militantes et les militants, ben c'est souvent les personnes racisées. Après, il y a des alliés, mais c'est aussi de dire là, c'est un peu pareil. Et en fait, finalement, sur ces sujets-là, les mères, elles ont pas la capacité de se fédérer. Elles sont aussi déjà complètement épuisées. Enfin, ça fait partie du problème, quoi. Et ça fait partie du truc où en fait, quand t'es dans cette période-là de postpartum, de petite enfance, etc., en fait, t'es en mode survie, donc t'as pas le temps, l'énergie, etc., de militer, d'essayer de faire valoir tes droits, d'essayer de faire, de montrer qu'il y a des choses qui sont pas ok dans la façon dont les choses sont construites, etc. Et donc, il y a un peu cette barrière-là c'est complexe de se collectiviser sur ces questions. Et en même temps, il y a cet élan, quoi, qui existe vraiment et que tu sens, nous, mais même les écoutes et tout, c'était assez incroyable quand même, les retours qu'on a eus. Voilà. C'est trop chouette. Et oui, en plus, tu parlais de réfléchir au format livre, mais finalement, ce format podcast, ça rend tout ce questionnement encore plus accessible parce que tu peux aller sur n'importe quelle plateforme, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Donc, ça touche plus de gens finalement d'utiliser le podcast pour passer ce message. Oui, à fond. Après, ça pose d'autres questions de justement rémunération des créateurs, droit d'auteur. Voilà, il y a aussi effectivement, le podcast, c'est un format génial pour ce côté. En fait, tout le monde y a accès. Et en plus, nous, on a aussi réfléchi l'objet sonore, comment j'ai retrouvé ma mère, pour qu'il soit accessible et pour que voilà, pour que tout le monde puisse comprendre les concepts dont on parle, de pas être dans un truc trop complexe, trop intense à l'écoute, tout en ne transigeant pas non plus sur la qualité documentaire et sur le fond et le contenu. Mais c'est vrai qu'on voulait que ça soit quelque chose qui puisse être écouté par vraiment quelqu'un qui connaît rien du tout, qui s'est jamais posé aucune question là-dessus, qui puisse l'écouter et apprendre des trucs et que ça soit accessible pour lui et pour lui ou elle. Mais c'est vrai que du coup il y a un peu ce double truc de c'est super que ça soit super accessible et puis en même temps du coup il y a pas de droit d'auteur. Voilà, ça pose d'autres questions aussi sur comment on se rémunère quand on fait ce type de travail, quoi. Oui, justement, comment t'as fonctionné pour les 2 podcasts, comment tu t'es rémunéré, comment t'as rémunéré aussi toute l'équipe qui travaille avec toi? Alors du coup, moi, comment je me suis rémunérée? Moi, j'ai toujours continué à travailler à côté, à avoir mon travail de freelance à côté, à bosser pour des institutions, pour des compagnies, pour plein de gens différents. Avec des périodes où du coup j'étais beaucoup plus à fond sur les podcasts, donc je gagnais moins de l'autre côté. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir rémunérer les équipes et de pouvoir, que les personnes qui travaillent soient payées correctement. Et donc, pour mémoire, on avait eu un budget du Fonds d'aide à la création radiophonique, où en fait, on avait reçu la moitié de ce qu'on avait demandé. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait revu le nombre d'épisodes, etc. Céline et moi, on s'était... voilà, en fait, tout le monde avait été payé. Enfin, il y a des barèmes, etc. Donc, la monteuse, le mixeur, le musicien avait été payé, je pense, au barème. Enfin, je sais plus. En tout cas, on avait eu un budget du Fonds d'aide à la création radio. Pour comment j'ai retrouvé ma mère, on n'a pas eu le Fonds d'aide à la création radio. On a eu un budget de Alter Égal et un budget de Equal Bruxelles, qui sont des budgets, en fait, pas du tout de création sonore, pas du tout culturelle, mais par rapport au contenu, donc par rapport aux droits des femmes, à l'égalité des genres, etc. Et donc là, c'était vraiment sur le sujet qu'on a réussi à aller chercher ces budgets, qui sont des budgets qui peuvent être octroyés pour l'organisation d'un festival, enfin pour plein de choses très différentes. Et là, en l'occurrence, c'était pour la réalisation du podcast et pour aussi on s'était engagé aussi à avoir des dates d'écoute collective pour la diffusion, etc., pour que ça soit vraiment une sorte d'outil aussi d'éducation permanente en quelque sorte. Donc là, on a eu ces budgets-là qui nous ont permis effectivement, pareil, de rémunérer les musiciens, de rémunérer la monteuse, le mixage, et de se rémunérer aussi Audrey et moi. Après, c'est clair que là, en l'occurrence, pour comment j'ai retrouvé ma mère, le budget, c'était
cacahuètes Ouais. par rapport à la masse de travail que c'était. Moi, j'ai travaillé. À un moment, on comptait nos heures justement pour garder une idée réaliste. Et je pense que moi, j'ai arrêté de compter mes heures quand j'étais à 1400 heures sur le projet, tu vois. Parce que c'était vraiment un truc énorme en termes de, déjà de documentation, de mise en forme des documents, de recherche de tiens, qui est-ce qu'on va aller interviewer. Puis après, il y avait une 40aine d'entretiens. Puis après, t'as des rushs. Puis après, t'as vraiment cette espèce d'écriture et de création du patchwork sonore ça va être. Et puis le suivi de prod. Et puis, enfin, vraiment, c'est très tentaculaire, quoi. Donc, c'était vraiment énorme et on n'a vraiment pas été payé suffisamment entre guillemets par rapport à ce type de travail, mais c'était aussi un choix de le faire quand même et de se dire voilà. Mais après c'est vrai que moi ça m'a aussi beaucoup parce que j'ai eu une espèce de contre-coup après ça, c'était tellement énorme que vraiment j'ai eu un épuisement après et où je me suis aussi dit en fait je ne peux plus faire des projets de cette envergure-là, entre guillemets, à cette échelle-là de travail et de masse de travail, sans avoir soit le statut d'artiste, soit être payé correctement pour l'ensemble du travail. Voilà, et c'est vraiment aussi en réflexion par rapport au format podcast de comment on rémunère les créateuristes de podcasts qui sont justement un peu dans ce truc où ils sont sur tous les fronts, parce qu'en fait, nous, du coup, on a eu le soutien à la production d'Axel Magazine, qui nous a encadré, qui nous a aidé à chercher les sous, mais qui, elle, n'avait pas d'argent non plus à mettre dans le projet. Mais du coup, c'était plutôt un apport humain aussi, parce que Sabine Panel, la rédac chef, nous a encadré au niveau rédactionnel, etc. Mais oui, il y a vraiment aussi ce truc de comment est-ce qu'on finance, comment est-ce qu'on finance bien. C'est une grande question. C'est une large question, oui. Oui, parce qu'en plus, on en parlait avant d'enregistrer, il y a de plus en plus de podcasts en Belgique, mais il y a un manque de valorisation complet de ce domaine-là, quoi. Du secteur en général, ouais. Il y a aussi, c'est vrai, c'était ça que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, quand t'as un projet comme ça à toi, genre de série documentaire sonore, en quelque sorte, même si t'as un producteur ou une productrice, en quelque sorte, tu t'autoproduis quand même. Enfin, moi, du coup, c'était une coprod avec mon ASBL et qui s'appelle Brollmakers et Axel Mag. Donc, c'est toi qui coordonne quand même la coordination de production, c'est quand même toi qui l'as fait. Après, tu vois un peu comment tu fais avec la coprod, mais aller chercher les différentes personnes avec lesquelles tu travailles, gérer les calendriers, tout ce truc-là, tu le fais, plus l'écriture, plus la réalisation, plus le suivi de diffusion de communication après. Et donc, en fait, t'es un peu dans un truc comme ça où le travail est immense. Toi-même, tu sais. Oui, t'as 1000 casquettes. C'est ça. Et en fait, c'est impossible de valoriser, enfin, en tout cas pour l'instant, c'est impossible de valoriser ce truc-là à la juste valeur du temps de travail que ça prend. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est une grande question. Et est-ce que t'envisages un 3e podcast ? Oui, en fait là justement je suis un peu dans ce truc où directement après Comment j'ai retrouvé ma mère, j'avais plein d'idées, j'avais envie de faire ceci, cela, j'avais 2 projets sonores, j'ai aussi un projet sonore en fait que j'ai commencé, que j'ai pas fini, donc enfin il y a des trucs un peu en cours comme ça, plus un projet d'écriture, enfin même 2 projets, enfin bref, tu vois, je suis un peu dans tous les sens, mais vraiment, je me suis vraiment dit ce truc de, en fait, je ne peux plus pour l'instant être à la fois, travailler à la fois pour gagner des sous, plus faire des projets créatifs, plus m'occuper de mes enfants correctement, plus rester quelqu'un qui a des amis et qui a un mari et une vie sociale. Enfin, en fait, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, j'ai vraiment senti ce truc de... J'avais un projet pour lequel j'avais commencé à rédiger des dossiers pour demander des sous au FACRE déjà en mars de l'année passée. Ici, il y avait la bourse Gulliver et je voulais déposer ce projet. Et en fait, je n'ai pas réussi à m'organiser et je me suis dit, en fait, tant pis, c'est que en fait à un moment il faut, et donc là la suite de mon plan c'est que je suis en train d'essayer d'avoir le statut d'artiste pour me dire en fait je me dégage de cette obligation de travailler à côté pour gagner ma vie. En fait si j'ai le statut ça me permet de ne plus faire que mes projets créatifs et du coup là oui je peux vraiment me dire que je prends le temps, que je m'organise, que enfin
voilà, je crois qu'il y a aussi, enfin là, c'était presque plus fort que moi. Je voulais le faire, mais en fait, j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais pas à respecter les délais parce que, en fait, finalement, mais ce que je fais pour des clients passe toujours avant, ce qui est normal parce que j'ai envie d'être fiable pour eux, alors que fiable par rapport à moi-même pour mes projets, en fait, c'est pas grave. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disaient alors le prochain podcast et tout, et je suis un peu là. Ouais. Et justement, oui, comment tu construis là tes semaines? Enfin, ça ressemble à quoi tes semaines entre tes projets créatifs, entre les projets pour les clients? Pour l'instant, je t'avoue que du coup, là, ce que j'ai fait, mais bon, de nouveau, c'est aussi un truc où moi, je dois apprendre à prioriser et je dois apprendre à me dire, je peux pas faire les 10 000 trucs que j'ai en tête en même temps. Mais donc là, par exemple, en fait, ici, ces derniers temps, depuis la rentrée, en fait, vu que je me suis autorisée une grande période de vacances cet été pour la première fois depuis des années, en fait, à la rentrée, j'étais vraiment en mode, je dois rattraper, je dois travailler pour les clients, en fait. Et donc ici, j'ai vraiment pas du tout su faire de place. C'est ça que je te dis. En fait, là, pour l'instant, j'arrive pas à faire de place concrète à mes projets. Après, je pourrais me dire, ok, mais non, mais ce soir, quand les enfants sont au lit, j'écris mon dossier, tout. En fait, j'y arrive plus. Et donc, pour l'instant, vraiment, je me suis juste octroyé quelques jours où je suis partie faire une résidence d'écriture à la mer. Mais ça, du coup, c'était vraiment sur un projet d'écriture de livre sur lequel je voulais avancer. Pour me faire une petite bulle, mais je sens vraiment, ces derniers temps, ce besoin d'avoir un horizon créatif plus ouvert et de ne plus réussir à faire des petits bouts de créativité entre 21 et 23. Et voilà, je crois que c'est parce que j'ai vraiment été très loin dans mes limites au moment de la création de Comment j'ai retrouvé ma mère et que en fait voilà. Donc là, je suis un peu dans ce truc-là de me dire bon, en fait, fous-toi la paix aussi si c'est trop difficile pour l'instant. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai plus beaucoup d'espace créatif. Et voilà. Et je pense que ça fait aussi partie. Enfin. C'est aussi une réflexion pour moi, pour pouvoir être créatif et pour pouvoir être... Alors, j'ai pu le faire quand même, justement, par le passé, là, sur ces 2 projets-là. Mais je pense quand même que pour pouvoir être créatif, il faut, entre guillemets, avoir l'esprit tranquille du reste. Et que si t'as pas une sécurité... si t'as pas de sécurité... opérationnelle, de sécurité émotionnelle, tu vois, si t'es trop préoccupé par comment je vais payer mon loyer ce mois-ci, en fait, tu sais pas vraiment être dans un... Enfin, en tout cas, moi, je me rends compte un peu de ça, là, maintenant. Après, je crois que j'aurais pas parlé comme ça à d'autres moments. Je crois que j'ai aussi quand même la charge parentale, qui est une charge supplémentaire quand même dans ma vie, qui fait que voilà, que là, pour l'instant, je privilégie aussi un peu plus ça, mais oui, après, mon rêve, effectivement, c'est avoir le statut et pouvoir me dire que mon travail quotidien, c'est d'écrire des dossiers pour avoir des sous, d'écrire mon projet pour, d'aller enregistrer, de faire, d'écrire mon livre, de tout ça, quoi, tu vois, qui n'est pas vraiment possible pour l'instant. Est-ce que devenir maman, ça a changé quelque chose, justement, dans ton envie de te consacrer à tes projets créatifs et même dans le moment où tu es devenue freelance, en fait? Oui, carrément. C'est cool que tu poses la question parce que c'est une des choses dont je parle dans l'épisode... dans un des épisodes du podcast qui s'appelle « Avoir des enfants, ça m'a éveillée ». C'est aussi, j'ai ressenti en fait au moment de la naissance de Maurice, donc mon petit garçon qui a maintenant 5 ans, j'ai ressenti très fort ce truc de, en fait, j'ai tellement plus de temps à moi que le temps à moi que j'ai, je dois le consacrer à des choses qui ont du sens. Je veux le consacrer à justement ces projets créatifs qui bouillonnent et où j'ai l'impression que voilà, qu'il faut que je les fasse, mais où à chaque fois t'es un peu dans la vie quotidienne, oui, le travail, blabla, de dire en fait non, il faut que je le fasse, quoi. J'ai plus de temps à perdre. Enfin, il y a vraiment, ça a un peu rebattu les cartes de me dire en fait. Et puis en fait, quand même, la maternité, ça te fait un peu côtoyer de près la vie, la mort. Enfin, tu vois, l'accouchement, la naissance, c'est quand même des choses qui te font vraiment réfléchir à plein de choses et où tu te dis aussi la vie est courte en fait. Si j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je le fasse. Et donc ce truc un peu de pensée limitante et de barrière, de syndrome de l'imposteur, etc.
moi, en tout cas, la maternité, ça m'a donné une force pour dépasser ça, quoi. Et pour me dire, en fait, j'ai su accoucher de mon enfant, je vais pouvoir créer quelque chose. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc où, en tout cas, pour moi, ça a provoqué ça. Et de me dire, et effectivement, cette espèce de temps resserré où tu te dis, en fait, j'ai déjà tellement plus beaucoup de temps à moi que j'ai pas envie de le passer à faire des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Et ça t'a pas fait peur, justement, d'être maman, donc d'avoir cette charge mentale aussi de la maternité et d'assurer à côté ton job d'indépendante et parce que c'est pas la même vie qu'être salarié et qu'avoir un cadre fixe 9-17, etc. Enfin, ça t'a fait peur de cumuler, entre guillemets, les deux? En fait, à ce moment-là, c'était aussi, dans mon cas, c'était limite la seule solution parce que vu qu'on était en plein Covid, mais c'était une période super difficile parce que je me lançais comme indépendante, j'avais un tout petit bébé, ça confinait, puis ça déconfinait, puis ça reconfinait, puis enfin, et donc c'est aussi ce truc vraiment d'avoir zéro temps de solitude et à ce moment-là, ça m'a vraiment donné de la force aussi pour le faire en fait quand même, tu vois, et pour me dire ok j'avance, j'ai envie de ça, je le fais vraiment. Mais clairement, ça a été pas évident, effectivement, de jongler avec toutes ces casquettes, d'être aussi... Et en même temps, là, vu les circonstances, en fait, si j'avais été employée, entre guillemets, je pense que j'aurais dû être limite sous certif parce que la crèche de mon fils fermait, je devais m'en occuper. Enfin, tu vois, il y avait vraiment tout ce terreau aussi un peu de... Ouais, c'était assez complexe, quoi. C'était une période assez intense, mais du coup, ça m'a donné aussi cette force et cette envie de faire, quoi. Trop bien. Et t'es fière de montrer justement cet exemple à tes enfants? Cet exemple de faire ce que tu aimes et de justement t'écouter aussi Ouais, là, ils sont encore petits, donc je pense qu'ils s'en rendent pas encore trop compte. Et en fait, ça me permet, enfin, cette organisation-là me permet aussi d'organiser mes horaires pour être présente pour eux. Justement, enfin, voilà. Après, c'est un peu à double tranchant aussi, parce que du coup, ça fait aussi que parfois, tu peux aussi te laisser dévorer plus par le côté charge parentale et par les obligations de la parentalité. Mais en tout cas, ça permet quand même cette souplesse d'être là pour eux, voilà, d'avoir une chouette parentalité aussi. Je sais pas si oui, peut-être. Après, je crois que c'est aussi une sorte de chemin, quoi, où tu vois, je me dis, là, j'en suis là pour l'instant. J'ai fait ces 2 premiers projets. J'ai des envies pour la suite. J'ai des envies d'écriture aussi. Et voilà, le chemin. Et moi, je sais que du coup, je commence à comprendre qu'en fait, je suis un peu lente et que mon chemin prend du temps et que en fait, c'est pas grave et qu'il y a des périodes un peu de frustration de oh là là, si j'avais plus de sous, je pourrais faire ça comme ça, nanana. Et en même temps, voilà, ça fait partie du truc. Ça fait partie aussi de moi, d'avoir des périodes où je suis capable d'être ultra concentrée, ultra efficace, etc. Et puis d'avoir des périodes où en fait j'y arrive plus. Et c'est comme ça. Enfin, c'est ok aussi. Enfin, faut savoir l'accepter, quoi. Même si parfois je m'auto-flagelle un peu en mode, allez, remets-toi au taf. Enfin, avance, t'as envie et tout. Mais voilà. C'est aussi d'accepter les downs, en fait. De se dire... c'est ma psy qui me disait ça. Elle dit, en fait, on a tous besoin de dormir la nuit. On a tous besoin d'avoir des périodes d'éveil et puis des périodes où, en fait, tu dors, tu recharges tes batteries pour ta prochaine période d'éveil. Et donc, voilà, j'essaye un peu de me foutre la paix sur ces périodes où je suis moins efficace, moins créative, où j'arrive pas à concrétiser mes envies. Parce que je me dis, bon, ça reviendra, quoi, je vais me réveiller. Est-ce que cette vie d'indépendante, ça t'a aidé à mieux te connaître, à mieux connaître ton mode de fonctionnement? Oui. Alors, je veux quand même apporter une précision, c'est que du coup, j'ai été indépendante pendant un temps et puis je me suis rendu compte que si je voulais avoir le statut d'artiste, j'avais besoin d'avoir des contrats. Ah oui. Et donc, à ce moment-là, j'ai arrêté mon activité d'indépendante et je suis passée à la Smart pour pouvoir faire en sorte que les choses que je facturais avant comme indépendante, en fait, je les facture via Smart et elles se transforment en contrats. Et puis, mes contrats peuvent compter dans la demande du statut d'artiste. Donc ça, c'est un truc. Donc, je suis plus indépendante. Maintenant, je travaille via la Smart. Et alors, pardon. Oui, est-ce que ça t'a permis de mieux connaître ton mode de fonctionnement? Oui, mais aussi, c'est un peu un truc en chemin, quoi.
Bon, là, du coup, on rentre dans un truc un peu plus intime, mais j'ai été diagnostiquée récemment d'un TDAH. Ouais. Qui, je pense, n'aurait jamais été diagnostiqué si justement je n'étais pas devenue indépendante, freelance et créative. Ah oui, pourquoi tu penses que ça ne l'aurait pas été ? Parce que en fait, quand j'étais employée, allez, le reste de ma vie, quoi, ma scolarité, mes études, mon travail, je n'avais dans ces cadres-là, ça ne posait pas problème, entre guillemets, le TDAH. Et c'est seulement, justement, quand j'ai fait une espèce de... En fait, j'ai fait un hyper-focus, pour reprendre les mots précis, en fait, sur le projet, notamment, de comment j'ai retrouvé ma mère. Ouais. J'ai été en hyper-focus sur la durée du projet, parce que j'étais à fond dedans, parce que c'est comme ça que fonctionnent les personnes TDAH. Ouais. C'est que elles sont, en fait... tout à fait capable d'être très concentrée et d'avoir une attention très soutenue quand c'est des choses qui les intéressent. Et donc, en fait, j'étais là-dedans, quoi. J'étais dans ce truc, mais je savais pas que c'était ça. Mais donc, j'ai été hyper focus sur ce projet. Et puis, en fait... Après, il y a eu cette espèce de phase de down où j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Oui. J'ai cru, en fait, faire un burn-out. Parce que je n'arrivais plus à me concentrer, je n'arrivais plus à faire mon travail, même mon travail pour des clients, etc. Ouais. Et en fait, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et donc voilà, j'ai fait un parcours diagnostique à ce moment-là, j'ai été diagnostiquée. Ouais. Et je pense que je ne l'aurais... parce qu'il y a aussi ce truc par rapport aux troubles de l'attention, c'est que les femmes, c'est le psychiatre qui m'a expliqué ça, il y a énormément de femmes dans mon cas qui sont diagnostiquées plutôt à la trentaine, justement en lien avec la parentalité, etc. Parce que en fait, pendant notre enfance, on a beaucoup plus compensé. Ah, oui. Et donc, en fait, il y avait un peu cette image, quand nous, on était petits, des enfants qui ont des troubles de l'attention, c'est des petits garçons turbulents. Oui, oui. Et que, en fait, finalement, en tant que petite fille, on intègre beaucoup plus les règles, on intègre beaucoup plus le fait qu'il faut rester calme, se taire, nanana, ne pas bouger, ne pas trop parler. Et puis, en fait, on s'adapte finalement et on a quand même une scolarité plus ou moins normale, voire parfois très brillante, parce qu'on a quand même cette capacité à se concentrer sur les choses qui nous intéressent. Donc voilà, c'est encore un autre aspect du truc, mais donc oui, je crois que vraiment le fait d'être dans des processus créatifs de choses qui m'intéressent très très fort m'a permis de comprendre, en tout cas de faire un moment ce parcours de diagnostic pour comprendre ce qui m'arrivait après, quoi. Et est-ce que ça t'a aidé d'avoir justement ce diagnostic qui est posé ? Oui, quand même. Ça m'a aidé, justement, en fait, ça m'a aidé à me foutre la paix. Ah ouais. Ça m'a aidé à me dire, tu peux pas être efficace à 300% H24 sur tous les fronts. Tu peux aussi accepter que t'es pas une superwoman, que en fait superwoman n'existe pas et que chacun fait comme il peut avec qui il est et voilà. C'est trop bien, trop intéressant. Et par rapport à ce statut d'artiste, justement, au début d'épisode, tu disais que tu avais une vision des artistes qui font passer un message, qui sont engagés, etc. Du coup, comment tu ressens le fait de faire cette demande de statut d'artiste aujourd'hui ? Est-ce que tu acceptes que tu es artiste ? C'est une grande question. Mais déjà, je pense que c'était plutôt aussi la figure de l'artiste comme... vraiment cette espèce de figure un peu romantique de... pas forcément en tant que personne engagée, mais plutôt en tant que personne qui a des choses à dire, qui sait... et qui est hyper créatif et que, en fait, un peu comme l'artiste hors de la masse des humains, tu vois. Ce qui n'est en vrai pas du tout le cas. Et que justement, je pense qu'il faut casser cette figure-là parce qu'en plus, cette figure-là, c'est souvent une figure d'artiste homme, tu vois, un peu détaché des contraintes de la vie humaine. Alors que, non, en fait, finalement, les artistes, ils sont comme tout le monde, ils doivent payer leur loyer, ils doivent s'occuper de leurs enfants, et c'est aussi de se dire que le parcours artistique, en fait, n'est pas détaché d'un parcours d'être humain, quoi.
Et moi, oui, c'est vrai que j'ai quand même un peu du mal à me dire je suis artiste, mais c'est vrai que quand j'ai reçu, parce que du coup, pour avoir le statut en Belgique, il faut d'abord avoir une attestation de la plateforme du travail des arts. Ouais. Et puis après, avoir une validation par l'ONEM, etc. Et donc, j'ai reçu déjà la première étape qui est cette validation d'être considérée comme une travailleuse des arts par cette commission. Et oui, c'est vrai que je me suis dit, allez, c'est une petite reconnaissance de l'extérieur, en tout cas, de ce statut-là. Après, voilà, c'est travailleurs des arts, donc c'est pas, tu vois, c'est travailleurs et travailleuses des arts, c'est aussi les soutiens aux métiers artistiques. Moi, je suis quand même toujours un peu entre les deux parce que je continue quand même à travailler comme rédactrice, responsable com, créatrice de contenu pour d'autres personnes. Et puis voilà, il y a aussi mon travail plus créatif pour lequel j'obtiens un peu de reconnaissance à ce niveau-là. Mais oui, je suis pas non plus hyper à l'aise. Je vais pas arriver à dire je suis artiste, tu vois. Ouais. Mais ouais. Et tu arrêterais complètement cette partie rédaction pour des clients ? Je pense que j'arrêterai pas totalement. Mais que le fait que ça soit plus une nécessité me mettrait dans un rapport un peu différent à ça, où je pourrais du coup beaucoup plus... je suis déjà parfois un peu là-dedans, où je choisis, entre guillemets, quand il y a des choses qu'on me propose, mais qui sont trop grosses, qui sont pas adaptées par rapport à mon calendrier et tout, je commence déjà aussi parfois à refuser des trucs, mais j'ai quand même toujours un peu ce truc de « Ah, mais si je refuse, ils vont plus jamais me rappeler. Ah, oui. Je vais rater un truc, il faudrait plutôt que je m'organise. » Je pense que si j'avais le statut, je serais dans un truc plus cool par rapport à ça, de me dire, en fait, ce qui est important aussi, c'est de garder mon statut et donc de rendre, enfin, de créer mes projets et de rester dans ce truc-là. Et donc, de pouvoir me dire, en fait, mes projets à moi peuvent passer au-dessus parce qu'ils sont tout aussi importants si je veux garder le statut, quoi. Ouais. Et tu parlais tantôt de ton ASBL Brollmakers. Tu peux expliquer un peu ce que tu fais via cette ASBL ? Donc en fait, Brollmakers, c'est une ASBL que j'ai cofondée avec Manon Clagnans, qui est une réalisatrice audiovisuelle et radio, et photographe aussi. En fait, on était dans le même coworking. Et toutes les deux, on avait eu un peu des expériences où on s'était rendu compte que parfois pour déposer nos projets et aller chercher des financements, on dépendait de producteurs qui finalement ne faisaient pas vraiment leur travail de producteur et qui, en fait, on avait juste besoin d'eux pour avoir un numéro TVA et une structure, quoi. Et donc, on se disait un peu, en fait, si c'est pour ça, nous, de toute façon, moi, par exemple, pour Mémoire, j'avais déposé le FACR, mais en tant qu'indépendante. Et donc, c'est moi qui avais fait la prod. Et puis, pour Axel, Comment j'ai retrouvé ma mère, c'était différent parce que c'est Axel Mag qui a fait vraiment la prod au niveau budgétaire, etc. Mais au début, on avait travaillé avec une autre boîte de prod où c'était un peu le même business plan, c'est-à-dire que eux déposent pour demander les financements, ils se prennent une partie du budget, mais finalement, c'est toi qui gères toute la production déléguée. Ouais. Et en fait, t'as envie de dire, alors, moi, l'argent, je le garde pour moi, au lieu, plutôt que de le donner à un prod qui n'apporte finalement pas grand-chose en termes de production déléguée, ni de diffusion, communication, etc. Donc, on s'est dit, OK, on va créer notre structure pour pouvoir s'autoproduire et pour pouvoir, en fait, avoir une indépendance sur ce côté-là sans dépendre. Et alors après, je trouve quand même que c'est quand même très très chouette de s'associer. Par exemple, là, en le faisant avec Axel Magazine, c'était vraiment parfait parce que la coprod s'est super bien passée. Nous, avec Brollmakers, on a plutôt géré l'aspect production déléguée, diffusion, communication, tout ça, mais Axel a géré l'aspect budgétaire. C'était vraiment un bon équilibre et chacun faisait sa part, entre guillemets. Et voilà, et je pense, j'ai envie pour mes futurs projets de peut-être continuer à faire ce fonctionnement en coproduction, mais si j'ai aussi envie d'autoproduire un petit projet ou de travailler avec d'autres gens sur des choses, en tout cas, le fait d'avoir une structure permet ça aussi, quoi. C'est ça. T'as l'impression d'avoir vraiment une forme de liberté dans tout ce que tu fais, que aussi le champ des possibles finalement est infini, quoi. Waouh. Sky is the limit. Oui, c'est ça. Ça devient très spirituel. Ouais. Oui et non.
Oui et non, parce que à la fois, vraiment, j'ai cette c'est un peu comme si j'avais ouvert une porte et de me dire, ok, c'est possible, donc je peux faire des choses et j'ai plus confiance en moi et j'ai fait tomber des barrières justement de syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Donc oui, il y a cette porte, mais en même temps, je suis aussi très consciente de toutes les contraintes. Et notamment financière et notamment temporelle et en fait qu'est-ce que ça demande voilà, pour pouvoir créer il faut avoir d'abord des besoins qui sont complétés entre guillemets. Donc oui, il y a un truc quand même en tout cas au niveau de l'élan et au niveau de l'envie de créer et au niveau et puis oui, vraiment j'ai été aussi, par rapport à comment j'ai retrouvé ma mère, j'ai été tellement nourrie aussi de tous les retours et tout, d'avoir aussi un peu... Mais limite, c'est un peu la pression aussi, parce que t'as un peu des gens qui attendent comme ça la suite. Et je suis là, mais je saurais jamais faire aussi bien la suite. Enfin, et en même temps, je me dis aussi, j'ai envie de travailler aussi différemment. Là, pour comment j'ai retrouvé ma mère, on avait aussi une contrainte temporelle importante que le premier épisode devait sortir à tel moment parce qu'il y avait un numéro spécial d'Axel sur le sujet. Et donc, en fait, il y a plein de trucs où maintenant, quand je réécoute, je me dis « Ah, mais ça, j'aurais trop voulu avoir du temps pour affiner au niveau sonore, pour pouvoir faire des écoutes, avoir des retours, travailler un peu différemment. » Que là, en fait, on avait un calendrier qu'on devait respecter, etc. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des choses aussi où je me dis, pour mon prochain projet, j'aimerais bien que justement le calendrier soit pas aussi serré. Enfin, voilà, d'autres. Et en même temps, c'était nous qui l'avions choisi aussi, ce calendrier, et ça nous a permis aussi d'avoir cette deadline qui fait que c'est obligé de sortir un truc à ce moment-là. Et donc, voilà, ça aide aussi à être efficace, quoi. Ouais. Le troisième podcast attendu, c'est un peu comme quand un artiste sort un album et qu'on attend la suite, quoi. Ça fait vraiment penser à ça, c'est marrant. Oui, c'est ça. Ou alors, je parlais de ça aussi avec une amie qui a publié un livre et que son premier roman, en fait, avait... était hyper reconnue. Elle s'appelle Pauline Delabroix-Allard. Elle avait publié Ça raconte Sarah aux éditions de Minuit. Et donc, t'as un peu cette espèce de pression du deuxième roman, tu vois. Ouais, clairement. Et après, du coup, elle a publié son deuxième roman qui est incroyable. Et par ailleurs, elle a aussi fait des recueils de poésie, des livres pour enfants, etc. Entre-temps, donc vraiment, elle a aucun souci à se faire sur la qualité de son travail. Mais c'est vrai que t'as cette espèce de truc de pression de la suite quand les gens ont vraiment apprécié ce que t'as fait d'abord, quoi. Donc, c'est ça. Ouais. Et toi, d'ailleurs, au niveau écriture, tu en es où? Du coup, j'ai un projet, ce dont je te parlais tout à l'heure, où je suis allée faire quelques jours de résidence à la mer. Ce projet-là est en cours, mais en fait, c'est un peu pareil. Je ressens cette espèce de besoin d'avoir un horizon dégagé, tu vois, pouvoir vraiment me plonger dans le projet. Je trouve ça très difficile de m'y mettre, tu vois. Il y a des gens qui sont capables de ça, qui mettent leur réveil à 5h du mat pour écrire pendant 2 heures avant que les enfants se réveillent. Et en fait, moi, je me rends compte que je suis juste pas capable. Vraiment, je suis trop fatiguée. Et voilà. Et c'est tout à fait OK. Ouais, c'est ça. Et puis, mes enfants sont petits aussi. Donc, aussi, je pense que quand dans la petite enfance, t'as quand même cette énergie-là à donner à tes enfants qui est pas négligeable, qui est pas toujours visible, mais qui est importante. Et donc j'ai vraiment ce projet qui me tient hyper fort à cœur et sur lequel j'ai déjà quand même pas mal travaillé. Mais pareil, c'est vraiment de la longue haleine, c'est du tissage hyper minutieux, hyper précis. Ça me demande vraiment beaucoup de temps. Et donc je rêve de me dire ok, je dois rien faire d'autre, je peux faire que ça. Ouais. Et vu tout ce que tu fais, quand les gens te demandent tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton métier, comment tu te présentes? Ouais, c'est chaud. C'est toujours une question un peu chaude. Souvent, je réponds que je suis rédactrice et chargée de com dans le secteur culturel et que je suis autrice et réalisatrice de podcasts. Pour l'instant, c'est un peu les deux casquettes. Voilà. Ouais. Quelles sont un peu tes envies? Enfin, comment tu vois en fait la suite là? La suite, franchement, la clé, c'est le statut, quoi. Vraiment, si j'ai le statut, je me défais de certaines obligations professionnelles pour pouvoir vraiment avoir du temps d'écriture, du temps de travail sur un prochain projet sonore aussi.
Et pour faire les choses, oui, à mon échelle, à ma manière, enfin pour aussi, voilà, être dans un rythme qui puisse me convenir avec tous les paramètres, en parentalité, enfin tout ça, où en fait, on va dire, où chacun des paramètres de ma vie puisse être respecté, tu vois, et où je puisse, oui, organiser mon temps en ayant plus de temps effectivement d'écriture et de travail créatif, quoi. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin du podcast, donc je vais te poser la question signature. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Ah oui, j'avais oublié que tu posais ça à la fin. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que je n'ai pas encore fait ? Tu pourras couper l'hésitation. Bon, c'est bien qu'on entende que tu dois un peu réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire que je n'ai pas encore fait ? Et ça peut être à tous les niveaux, pas forcément professionnel. Ouais. En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà ces dernières années osé faire plein de choses que j'avais pas encore faites. Ouais. Je pense que là, la prochaine étape, entre guillemets, ce serait d'écrire un livre. Du coup, c'est un peu en process, quoi. Ouais. Je pense que ce serait ça, que effectivement, je n'osais pas jusqu'à présent, où vraiment il y avait un peu ce truc de barrière, de pas oser, de pas savoir si j'étais capable. Blablabla. Ça, ce serait vraiment le truc de me dire, ok, j'ai réussi à faire ce podcast en 9 épisodes de telle manière. Je pense que je peux réussir à écrire un roman. C'est tout à fait enfin, c'est pas un roman en l'occurrence. Bref, je peux réussir à écrire un livre. C'est un travail tout à fait différent, mais c'est vrai que je pense qu'en termes d'implication, de temps, de travail, etc., c'est quand même assez similaire. Donc oui, ce serait ça. Ce serait de terminer ce livre. Trop bien. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. Merci Juliette d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci et l'identité visuelle a été créée par Minuit Studio. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.